Alors d'abord, un gros merci aux organisateurs pour m'avoir invité. Je ne crois pas me tromper en disant que c'est la 35e fois que je donne cette conférence sur ce sujet, y compris plusieurs fois à l'étranger. C'est toujours un plaisir. Vous voyez que j'étais sous-directeur du Centre de recherche sur la physique de haute température au CNRS à Orléans. Je suis né à Orléans et c'est la première fois que je reviens faire une conférence sur le sujet à Orléans. Donc c'est très agréable. Derrière ce mot de urgence climatique, on sent bien, comme ça a été dit dans l'introduction, qu'on veut nous inciter à changer. Transition. Des transitions énergétiques, vous voyez, il y en a eu tout le temps. Hein. Si on remonte au XIXe siècle, source d'énergie, c'était le bois, composé carboné. C'était aussi l'arme de destruction massive. Quand une ville était conquise, on brûlait. Les autres sources d'énergie, c'était les moulins, la voile, les animaux, les esclaves aussi. Et puis on a parlé de révolution au XIXe siècle, révolution industrielle, parce que c'est vrai que 10 kWh d'énergie électrique, ça correspond à la combustion d'1 litre d'essence, et c'est le travail pendant une heure de 50 terrassiers. Donc vous imaginez, à partir du moment où on a commencé à utiliser cette forme d'énergie, le soulagement que ça a été pour des travaux pénibles, très durs, et ça coïncide comme par hasard avec l'abolition de l'esclavage au niveau des États au milieu du XIXe siècle. Parce que ça revenait moins cher d'utiliser cette énergie que de nourrir les esclaves. Il faut quand même les nourrir. Alors, ça a été utilisé longtemps pendant les transports maritimes et terrestres. Et puis est arrivé au XXe siècle la suite des énergies fossiles, le pétrole, le gaz naturel, l'électricité, en particulier l'hydroélectrique. Depuis le milieu du XXe siècle, donc le nucléaire fissile. Attention, il y a plusieurs aspects du nucléaire. Pour l'instant, c'est le nucléaire fissile dont on parle. Qu'est-ce qui va se passer au XXIe siècle? C'est déjà bien engagé. Les énergies intermittentes. Alors, un autre aspect du nucléaire qui est l'énergie thermonucléaire avec le projet ITER en construction dans le sud de la France. Mais ce qui veut dire que tout ça, malgré tout, on s'acheminerait vers le tout électrique. Nous sommes sur cette planète, on a dû dépasser 7,5 milliards d'habitants, et on est passé de 750 millions à 7,5 milliards, donc on a décuplé en 2 siècles. Aujourd'hui, il y a 400 000 naissances, 173 000 décès, donc à peu près 220 000 personnes supplémentaires sur la planète chaque jour. 220 000 supplémentaires chaque jour. On avait déjà décuplé une première fois dans l'histoire de l'humanité, mais c'était en 2 millénaires. Mais là, on a redécuplé en 2 siècles. Donc vous vous doutez bien que tout ça, ça pose de vraies questions fondamentales et importantes sur l'énergie. Alors, quand on regarde cette figure de l'Agence internationale de l'énergie, montre que la demande d'énergie, c'est pas tellement dans les pays, on va dire, occidentaux, pour faire simple, qu'on appelle les pays de l'OCDE, mais principalement dans les pays qui ne sont pas dans l'OCDE. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire à peu près 90% de l'énergie qui est utilisée dans le monde provient des ressources fossiles. Le pétrole, le gaz, le charbon. 90% à peu près. Le reste, c'est quoi? C'est le nucléaire. On va prendre un schéma un petit peu plus détaillé. Le nucléaire qui représente 4% de l'énergie dans le monde. L'hydroélectrique, c'est un peu plus, mais c'est du même ordre de grandeur, puisqu'on appelle les renouvelables, et on va voir, c'est principalement des renouvelables intermittents, qui représentent la différence. Le total, qui, attention, il faut bien en prendre conscience, ne fournit que de l'énergie électrique, que de l'énergie électrique, ça reste petit devant les combustibles fossiles qui continuent
dont la demande continue à augmenter. Hein. On n'a pas encore passé ni pour le pétrole, encore moins pour le gaz, mais pas pour le charbon non plus. Le fameux pic, on est passé par un maximum et ça va inéluctablement décroître. Pourquoi ça? Ben parce que les États-Unis sont redevenus, ils ne l'étaient plus, ils sont redevenus premiers producteurs d'énergie fossile dans le monde et ils sont à nouveau exportateurs. Alors évidemment, tout ça, ça pose un certain nombre de questions. Les principales questions, c'est que, oui, il y aura forcément à terme un épuisement progressif. La question, c'est y a-t-il urgence? Et puis se pose évidemment la question des émissions de gaz à effet de serre, en particulier le CO2, puisque charbon, gaz ou pétrole ou gaz de schiste, quoi qu'on utilise, ça émet du CO2. On sait que ça a un rapport avec le climat, mais quel est-il précisément? Et faut-il s'acheminer vers un avenir tout électrique? Derrière les USA, vous voyez qu'en deuxième position, c'est la Russie, loin devant l'Arabie Saoudite et la Chine. La Chine, c'est le charbon. Alors, un collègue belge, professeur des universités aussi, était allé dans une manif des jeunes pour le climat et leur avait posé 4 questions. Quelle est la température moyenne de la Terre? Quel est le composant principal de l'air? Quel est le principal gaz dit à effet de serre? Et quelle est la proportion de CO2 dans l'atmosphère? Selon lui, les jeunes qu'il a rencontrés, il n'y en a pas un qui connaissait seulement une réponse à ces questions. Alors, on va le faire ensemble, si vous voulez bien. Je vous laisse un instant imaginer ce que vous auriez répondu, et puis je vous donne tout de suite le corrigé. Alors, quelle est la température moyenne de la Terre? 15 degrés. Donc, température moyenne, de jour comme de nuit, entre l'été et l'hiver, température moyenne. Principal composant de l'air? L'azote, bravo. Bien sûr, 78%. Vous voyez? Alors, principal gaz à effet de serre? H2O, le méthane. La vapeur d'eau. La vapeur d'eau, oui. Et de très loin, on va le voir en détail tout à l'heure, donc quand on dit les gaz à effet de serre. Alors, c'est extraordinaire. J'ai lu en détail ce qui a été signé lors de la COP 21. Il y a marqué gaz à effet de serre, il y a marqué CO2 nulle part. Mais comme la vapeur d'eau, c'est le principal gaz à effet de serre, il y a une sacrée confusion dans le rapport COP 21. Alors, proportion de CO2 dans l'atmosphère? 0,04%. Mais il est vrai qu'en un siècle, on est passé de 0,03% à 0,04%. Mais la vapeur d'eau, sa proportion dans l'atmosphère, alors ça dépend des jours. S'il fait chaud et humide, il y en a plus que quand il fait froid et sec, mais ça peut varier entre 1 et 5%. Donc, la proportion de vapeur d'eau dans l'atmosphère est bien plus considérable que celle du CO2. L'argon, qu'on appelle un gaz rare, est en proportion de 1%. Alors, le CO2 a donc augmenté, passé de 0,03% à 0,04%. Là, ce sont les mesures qui sont faites à l'observatoire de Mauna Loa, au milieu du Pacifique. C'est depuis donc 1958 qu'on le mesure précisément par spectrométrie infrarouge. On en reparlera tout à l'heure. Alors, quelqu'un a dit le méthane, c'est vrai, c'est aussi un gaz à effet de serre, mais qu'en proportion infinitésimale dans l'air. 0,0018%. Et en plus de cela, le méthane, dont la proportion dans l'air avait doublé au XXe siècle, vous voyez que maintenant l'évolution, pas complètement plate, mais elle augmente presque plus. Donc, c'est pas celui dont on va parler le plus, parce que, bon, il faudrait déjà que ça augmente beaucoup pour qu'on s'en soucie. En tout cas, ça n'augmente pas autant que le CO2, loin de là, et sa proportion dans l'air est beaucoup plus faible que celle du CO2. Alors, qui émet du CO2? Ah ben, c'est pas compliqué, tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Tout le monde émet du CO2. Alors, il y a, en général, on a l'habitude de considérer les bons élèves, ceux qui réduisent leurs émissions,
Mais à côté, il faut bien voir que la Chine et tous les autres pays, eux, les augmentent dans des proportions autrement considérables que les réductions. Alors qui est-ce qui réduit? L'Europe. L'Europe réduit ses émissions, et les États-Unis aussi réduisent leurs émissions. Mais tous les autres augmentent. Tous les autres. Alors, si on regarde la situation en France, où on nous dit qu'il faut mettre des éoliennes et des panneaux photovoltaïques pour décarboner l'électricité, c'est l'expression consacrée, mais la France a déjà une énergie qui est décarbonée, enfin une énergie électrique, qui est décarbonée à 95%. On est les meilleurs en Europe. Regardez en rouge la France, ce qui est porté verticalement, c'est le nombre de grammes de CO2 par kilowattheure, et sur l'échelle horizontale, c'est les mégawattheures qui sont produits. Vous voyez que la France produit beaucoup de mégawattheures électriques avec très peu d'émissions de CO2. Pourquoi? Bien sûr parce qu'en France, on a des centrales nucléaires, bien sûr. Vous voyez qu'on est... alors, il y a la Suède et la Norvège qui font si bien, mais produisent beaucoup moins d'électricité. En revanche, vous voyez le gros paquet orange, là, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, évidemment, est une des plus mauvaises d'Europe, la plus grosse émettrice de CO2 d'Europe. Alors, la Pologne fait aussi, mais comme elle fait moins d'électricité, ça se voit moins. Bon, donc c'est parfaitement clair. En Europe, la France est le bon élève. De ce point de vue-là. Alors, qui réduit les émissions de CO2? Là, vous avez les chiffres, et vous voyez que les États-Unis, c'est les premiers réducteurs d'émissions de CO2. Alors, vous voyez, on est dans des échelles qui sont des centaines de millions de tonnes de CO2. La France est dans le classement. Bon, elle réduit. La France est responsable de 0,9% des émissions de CO2. L'Europe de 10%. Et on va voir que c'est derrière la Chine et les USA principalement. Alors ça, c'est ceux qui réduisent. Mais il y a ceux qui augmentent. Et alors vous allez voir l'échelle, c'est plus des centaines de millions de tonnes. L'échelle, c'est des milliers de millions de tonnes. Et la Chine, elle est championne, là. L'Inde, et puis d'autres pays. Autrement dit, quand on regarde des chiffres comme ça, on s'aperçoit que quand la France réduit, cette réduction va représenter 1% de ce que les autres ont émis davantage. La Chine et l'Inde principalement. C'est vider un océan, la petite cuillère. Hein. Alors, souvent, on dit, oui, mais attendez, votre discours, là, mais les Chinois, c'est parce qu'ils sont très nombreux. Donc, s'ils sont plus nombreux, forcément, ils émettent plus. D'accord? Alors là, on regarde, c'est une publication qui vient de sortir en 2019, hein, c'est tout récent, et ce sont les projections des émissions par pays d'Asie qu'on va comparer. Alors, les États-Unis, donc, qui sont quand même s'ils réduisent, ils sont quand même à un niveau relativement élevé. Hein, ils sont à 15,5 tonnes par habitant et par an. La France, nous ne sommes qu'à 4,7 tonnes par habitant et par an. Si on compare à la Chine, donc là, cette fois-ci, en tonnes par habitant et par an, vous voyez que la Chine est déjà à 10 tonnes par habitant et par an. Enfin, va atteindre 10 en 2020. Et sur la projection qu'ils ont actuellement, va filer vers 15, c'est-à-dire un niveau de type États-Unis, par habitant et par an. Hein. Bon, donc quand on voit ça, il faut aller marcher en Chine. Hein. Je vois que ça avec des pancartes, parce que sinon, ça ne sert à rien. Hein. Si on ne le fait pas en Chine, ça ne sert à rien. Je ne suis pas sûr que les Chinois nous écouteront pour autant. Alors sinon, vous voyez que des pays comme le Japon ou Taïwan ont atteint à peu près le palier. Donc ils ont augmenté leurs émissions, puis là, ils se sont stabilisés vers 10 tonnes par habitant et par an. Dans tous ces cas-là, la France est encore le bon élève. Hein. Alors vous voyez ici les deux gros points rouges, c'est la Chine et l'Inde,
qui fondent leurs émissions principalement sur l'exploitation du charbon. Alors les Chinois, ils font très fort. Ils construisent quasiment une centrale par semaine, non seulement en Chine, mais maintenant ils vont même en construire à l'étranger. Il y a des commandes de centrales à charbon chinoises qui sont pas trop chères par rapport au prix de marché, et les Chinois donc en construisent dans le monde, pas seulement en Chine. Alors, pourquoi le charbon? C'est le combustible fossile le moins cher, à l'heure actuelle. Il est abondant, on dit qu'il y a des réserves pour 2 siècles. Alors, inutile de dire qu'il est polluant, même si maintenant il y a une alliance pour du charbon propre avec des procédés qui vont essayer de faire des choses moins polluantes, c'est-à-dire en termes de suie, de fumée, de particules, des choses comme ça, qui sont une vraie pollution. Hein. Et on ne le dit pas, mais c'est pour ça que je le dis. L'exploitation du charbon est dangereuse. C'est des milliers de morts chaque année en extrayant le charbon dans les mines du monde entier, en Chine en particulier. Et sans compter ensuite les graves affections du poumon qui sont contactées par les mineurs. Donc, eh bien, le soleil et le vent n'envoient pas de facture. Donc, développons des panneaux photovoltaïques et des éoliennes. Ça paraît tout de suite le bon sens. Il y a toute une question là, mais pourquoi la facture est quand même si salée? Je m'explique. Voici les chiffres de l'Union européenne, où on a le prix du kilowattheure résidentiel, c'est-à-dire le prix sur la facture, en centimes d'euros, porté en fonction de la capacité éolienne plus solaire installée en watts par habitant dans les pays d'Europe. Vous voyez qu'il y a une corrélation qui est assez nette. Ce sont les Danois et les Allemands qui en ont le plus installé, qui payent l'électricité le plus cher. Alors pourquoi? Parce que l'intermittence de ces sources d'énergie a un coût. Par l'intermittence, on entend évidemment l'éolien, ça marche quand il y a du vent, et le solaire quand il y a du soleil, c'est-à-dire déjà pas la nuit. Et puis en hiver, ça ne produit pas beaucoup. Donc le facteur de charge, c'est-à-dire le pourcentage d'utilisation de l'éolien du solaire, c'est de 23% pour l'éolien en France et de 13% pour le solaire. Ça marche sûrement mieux dans le Midi que dans le nord de la France. Et puis alors, c'est pas seulement ça, mais quand il y a ni vent, par une belle nuit d'hiver, il faut des centrales thermiques à gaz. Alors d'une part, elles ne fonctionnent pas suffisamment longtemps pour être rentables, et elles émettent du CO2. C'est pour ça que l'Allemagne, c'est pas seulement parce qu'elle brûle du charbon, mais aussi parce qu'elle a mis des centrales à gaz pour compenser l'intermittence du photovoltaïque et de l'éolien. Alors, il y a une solution pour essayer de stocker indirectement l'électricité, c'est de faire remonter du turbinage, de faire remonter l'eau dans les barrages hydroélectriques. Oui, bah ça a des capacités quand même qui sont limitées, et on considère que dans le monde, ces possibilités-là, ça représente à peu près 3% de l'énergie. Ici sont indiqués le retour énergétique sur investissement énergétique. C'est important parce que, évidemment, si construire une infrastructure coûte de l'énergie, et la question c'est en combien de temps allons-nous nous rembourser en termes d'énergie de l'énergie qui a été investie. C'est ce qu'on appelle le retour énergétique sur investissement énergétique. Alors on voit par rapport à un critère qui est celui de cette publication qui a été faite par des Allemands, toutes les énergies conventionnelles sont larges, ont un excellent retour énergétique sur investissement énergétique. C'est moins évident pour celles qui sont sur la gauche du dessin, c'est-à-dire le solaire photovoltaïque en Allemagne. La biomasse et l'éolien, c'est à la limite. La plus développée de ce qu'on appelle les énergies renouvelables, c'est l'hydroélectrique. Alors, on l'a vu tout à l'heure dans le bilan mondial. J'ai eu l'occasion d'aller voir le barrage des Trois Gorges sur le Yangtze-Kiang. C'est le plus grand du monde. Hein. Les Chinois étaient très fiers de nous dire qu'ils avaient déplacé 1,5 million de personnes qui étaient dans la vallée. Ils ont remonté de 120 mètres l'eau dans ce barrage sur le Yangtze-Kiang. Ils ont déplacé 1,5 million de personnes et ils sont très fiers de le dire. Quand on compare à Notre-Dame-des-Landes en France,
je ne suis pas sûr que ça se ferait si facilement ici. Hein. Bon, toujours est-il que c'est la plus développée, mais c'est la plus dangereuse aussi. Hein. Quand on regarde le nombre de morts par type d'énergie, en particulier pour les énergies renouvelables, c'est celle-là qui est la plus dangereuse, parce que quand il y a un barrage qui casse, comme c'est arrivé en Chine, il y a une catastrophe épouvantable. Donc il faut souhaiter que les 45 000 grands barrages dans le monde, qui sont dans 150 pays, tiennent bon. Hein. Alors, alternative à produire plus d'énergie, mieux l'utiliser. C'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Alors j'insiste là-dessus, d'abord parce que mon laboratoire travaille là-dessus, sur l'efficacité énergétique, donc je fais un petit peu de publicité pour le laboratoire, mais c'est le bon sens. Et je vais revenir sur cette planche, mais regardez à l'heure actuelle, depuis 1964, du début de cette courbe, ça mesure, la courbe descend, mais ça montre simplement qu'on dépense moins d'énergie pour avoir le même effet en termes de production de quelque chose. Autrement dit, l'efficacité énergétique a considérablement augmenté. Et il faudrait continuer, bien sûr. Alors, les façons de faire, bon, actuellement, il y a des programmes d'isolation des bâtiments. C'est sûrement intéressant, à condition de bien le faire. En Allemagne, ils ont d'énormes problèmes d'humidité à la suite d'isolation qui a été mal faite. Puis rappelons-nous l'incendie de la tour de Londres. C'était le revêtement d'isolation qui a flambé comme une torche. Donc il faut que ça soit bien fait, l'isolation. Sinon, bon, il n'y a pas besoin de faire de la publicité pour les pompes à chaleur qui... toutes les habitations neuves en Scandinavie sont équipées de pompes à chaleur. Ça marche même dans les pays où il fait froid, ça marche bien. Cogénération de chauffage gratuit, et puis donc les améliorations pour augmenter l'efficacité énergétique. Donc là, il y a des choses intéressantes à faire. Les énergies du futur, peut-être pas se précipiter. Bon, il y a actuellement des sources d'énergie, c'est exploité, mais il y en a plein qui ne sont pas encore matures, et il ne faut peut-être pas mettre tout de suite et prématurément tous les œufs dans le même panier. Alors je vais dire un mot du solaire à concentration. Je ne parlerai pas du nucléaire de 4e génération, mais il faut savoir que ça prolongerait de 5000 ans les réserves d'uranium, et en plus, on réutiliserait tous les déchets qu'on a actuellement avec le nucléaire de 4e génération, avec une filière plutonium. Puis il y a aussi des possibilités avec la filière thorium. La fusion thermonucléaire contrôlée, donc le projet ITER dans le sud de la France, les carburants à base de micro-algues et de CO2. On recycle le CO2 au lieu de l'enfouir bêtement, on recycle le CO2 en refaisant du carburant. Ça, j'en dirai un mot. Puis il y a aussi ce qu'on appelle la filière hydrogène. Alors, une voiture à hydrogène, c'est un véhicule électrique, mais dont le carburant est de l'hydrogène, qui alimente une pile à combustible. Alors voilà ce qu'on appelle le solaire à concentration. C'est pas du tout photovoltaïque. Ce sont des miroirs qui suivent le soleil dans sa course et reconcentrent l'énergie sur un foyer qui est porté à 2000 degrés. Et à partir de là, on va utiliser cette chaleur pour faire bouillir de l'eau, tout simplement. Et comme il est à 2000 degrés et que l'eau bout à 100 degrés, pendant une partie de la nuit, il y aura encore de la chaleur pour faire bouillir de l'eau. De sorte qu'on recule, par rapport au photovoltaïque, l'arrivée de la nuit. Fusion thermonucléaire, alors des fois on dit un peu rapidement, c'est reproduire ce qui se passe dans les étoiles. C'est vrai, sur le principe, puisqu'il s'agit de faire de la fusion de 4 noyaux d'hydrogène pour faire un noyau d'hélium. Donc de ce point de vue-là, c'est ce qui se passe effectivement dans les étoiles et dans le Soleil, en particulier notre étoile. Mais on va faire beaucoup mieux. Vous voyez que dans le Soleil, ça produit 1/100 de watt par mètre cube. Alors que dans le projet ITER, on va produire 100 000 watts par mètre cube. Alors, c'est en construction, on n'aura pas la réponse avant un certain temps, mais enfin, on sait que ça marche. Mais de là à dire qu'on produira, justement, qu'on aura un retour énergétique sur investissement énergétique suffisant dans le contexte du prix futur de l'énergie, ça on ne sait pas encore. Il faut expérimenter.
Alors, c'est aussi ce que j'indiquais. À partir de CO2 qui est produit par une cimenterie voisine, à partir de microalgues et de soleil, on reproduit une photosynthèse qui va recréer un carburant utilisable dans un véhicule. Le climat. Eh bien, comme on le disait tout à l'heure, le climat, effectivement, la température moyenne de la Terre a augmenté d'1 degré depuis le début du siècle dernier. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. En noir, vous avez les mesures du Hadley Center britannique, qui sont des mesures qui sont faites par des capteurs. Ce sont des mesures mensuelles, et j'ai laissé les valeurs mensuelles telles qu'elles sont proposées par le Hadley Center britannique. Et puis depuis 1979, en plus, on a des satellites qui mesurent de façon beaucoup plus homogène l'énergie rayonnée par la Terre, dont on déduit donc la température et son évolution. J'ai porté en dessous les émissions de CO2 en brûlant les combustibles fossiles, donc pétrole, charbon, gaz, le ciment. Vous voyez, c'est le petit bleu ciel qui est tout en bas, là. C'est pas grand-chose, mais ça compte aussi. Donc, vous voyez que, mais ça on l'avait vu sur la courbe tout à l'heure, en gros, les énergies fossiles, elles ont vraiment commencé à être exploitées à partir de 1945. Avant, il y en avait, mais 6 à 10 fois moins qu'aujourd'hui. Donc, à partir de 1945, donc, on commence à avoir vraiment des combustibles fossiles. Depuis 1945, la température a augmenté, non pas de 1 degré, mais de 0,4 degrés. Depuis le début de l'accélération des émissions, la température moyenne de la Terre a augmenté de 0,4 degrés. C'est pas comme ça qu'on nous raconte l'histoire. C'est bien pour ça que je vous la raconte comme ça. On ne nous dit pas non plus. Donc 1 degré moins 0,4 degrés, il reste 0,6. Et que ce 0,6, c'est l'augmentation de la température de la Terre avant l'accélération des émissions de CO2. Donc on a une première période où ça a augmenté de 0,6, alors on avait commencé à émettre essentiellement un peu de charbon. Hein. Il n'y avait pratiquement pas encore de pétrole et de gaz. On a commencé à émettre 0,6, et depuis que ça a accéléré, on n'a que 0,4 de plus. Vous avez remarqué également qu'après cette augmentation de 0,6 degrés, la température a baissé. Et c'était la catastrophe. Quand on regarde les magazines de l'époque, c'était la catastrophe. On va vers un âge glaciaire. C'est un refroidissement climatique. On va tous mourir. Alors, vous voyez, en plus, c'était présenté ici en degrés Fahrenheit. Alors, regardez les pentes qu'ils avaient mis. Bon, ça n'avait pas beaucoup de degrés. Hein. C'est les mêmes données que là. Mais présenté de cette matière-là, ça paraissait tout à fait catastrophique. Bon, la température s'est remise à remonter après. Et en définitive, donc, on a eu 0,4 degrés depuis 1945. Alors, je souligne simplement que ça correspond assez bien à un cycle naturel de 60 ans, hein, avec un maximum en 1945, un minimum ensuite, un nouveau maximum, on va voir, depuis le début de ce siècle. Et donc, on arrive à le simuler très simplement, hein, pas besoin d'un gros ordinateur, un petit portable fait ça, par un cycle de 60 ans plus 0,06 degrés par siècle. Attention, 0,06 degrés par siècle, c'est pas exactement les combustibles fossiles, puisqu'il y a eu une rupture de pente en 1945, donc ça colle pas exactement avec ça. Ça peut contribuer, hein. On va voir que ça contribue. Voici la courbe qui se trouve, la figure TS9A qui se retrouve dans le dernier rapport à R5 du GIEC. Vous voyez que cette montée de 0,6 degrés, les modèles de climat ne la voient pas. Et depuis le début de ce siècle, les modèles de climat chauffent beaucoup plus que les observations. On va voir ça plus en détail. Alors ce cycle de 60 ans se voit aussi dans la hausse du niveau des océans. Alors avec des incertitudes assez grandes, parce que la hausse du niveau des océans, c'est pas beaucoup. Hein. Ça se mesure en millimètres par an. Ça se voit également dans la superficie de banquise arctique.
voyez que quand il y avait un minimum de température, il y avait un maximum de banquise. On est dans l'Arctique, là. Quand il y a eu un maximum, il y a eu une baisse de la banquise arctique. Puisqu'on est à nouveau sur un maximum, il y a eu une baisse de banquise arctique. Une figure toute récente qui a été publiée seulement l'année dernière montre que la chaleur stockée dans les océans suit également ce cycle de 60 ans. Ça, c'est une figure que j'ai reprise dans le rapport du GIEC. Et j'ai dit à mon ordinateur, bah, tiens, donne-moi un cycle qui passe par ces points. Le meilleur qui passe par ces points. Il m'a retrouvé le cycle de 60 ans. Alors là, c'est la figure 3.14 du rapport du GIEC. Enfin, pas avec la simulation, avec le cycle. Hein. Les points de mesure. Et c'est obtenu à partir des données de 240 marégraphes. Mais si on comptabilise toutes les côtes qu'il y a sur Terre, en tout, il existe 2133 marégraphes. Et si on prend la moyenne de ces 2133 marégraphes, on trouve une hausse de 1 mm par an. Donc oui, la mer monte, mais de 1 mm par an. D'ici la fin de ce siècle, ça fera 8 cm de plus. Si ça continue comme ça. Si ça continue comme ça. Alors, ce cycle de 60 ans, c'est pas moi qui le dis, hein, en fait, je reprends ce qui a été publié par quantité d'auteurs dans des revues internationales à comité de lecture. Il y en a une d'un Nature qui est paru en 1994 et qui invoquait l'oscillation atlantique multidécennale. On va y revenir parce qu'il y a des données récentes qui en reparlent aussi. Une autre tentative d'explication donnée par Nicolas Scafetta, qui est un chercheur qui a travaillé longtemps aux États-Unis, maintenant qui est retourné en Italie, il est italien. J'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois dans des congrès internationaux. Il explique une théorie qui est assez séduisante. C'est un effet de marée des grosses planètes du système solaire sur le Soleil. Vous savez que les marées des océans sur Terre sont liées à l'effet de la Lune. Hein, on apprend tout ça à l'école. Donc, c'est un effet de marée qui est lié à la Lune et la rotation de la Lune autour de la Terre. Eh bien, si on prend les grosses planètes du système solaire, elles auraient un effet de marée sur cette boule de gaz qu'est le Soleil, il le déformerait imperceptiblement, mais suffisamment pour que ça module l'énergie qu'il nous envoie. Ça, c'est la théorie de Scafetta qui est intéressante. Et pour justifier cette théorie, il compare deux choses. Là, il fait une analyse de Fourier de la température de la Terre. Alors, l'analyse de Fourier, ça, au lieu d'avoir des cycles de 60 ans, bah, on a un pic qui correspond à 60 ans. Ce pic qui correspond à 60 ans, il est là. Alors, il y en a d'autres, mais de moindre amplitude. Et ce pic qui correspond à 60 ans, et tous les autres pics, correspondent très bien avec la vitesse du Soleil par rapport au centre de gravité du système solaire. C'est assez frappant. Alors, pour l'instant, c'est une théorie, on propose quelque chose, ça reste à... c'est pas encore vérité d'évangile. Hein. Oui, pourquoi je vous parlais de l'oscillation atlantique multidécennale? Parce qu'il vient de sortir un article, justement, sur le rôle clé de l'oscillation atlantique multidécennale, donc qui expliquerait, alors regardez bien le terme, le ralentissement du réchauffement global. Le ralentissement du réchauffement global. Quand on regarde la partie bleue de la courbe, ce n'est pas un ralentissement du réchauffement global, c'est un refroidissement. Quand la température descend, ça s'appelle un refroidissement. Mais ils n'ont pas osé, dans le titre de leur article, mettre refroidissement. Ça explique un petit peu la chape de plomb qu'il y a sur la science, enfin sur cette forme de science en particulier. Ils ont préféré mettre dans le titre ralentissement du réchauffement, qu'ils expliquent par justement l'oscillation atlantique multidécennale. Alors si on regarde, donc là ça concerne, ces mesures, ça concerne l'Amérique du Nord. Donc là on va regarder quelques aspects locaux. Alors l'Amérique du Nord, dont les États-Unis, je me suis amusé exprès à prendre les pays les plus gros émetteurs de CO2. Donc vous voyez que depuis 1998, la température d'Amérique du Nord, non seulement un ralentissement du réchauffement, mais un vrai refroidissement. Même chose en Chine d'ailleurs, deuxième gros émetteur.
Vous voyez que la température n'avait pas bougé, mais que depuis 1998, elle a tendance à être un peu plus basse. Ça, ce sont les villes d'Europe. L'avantage des villes d'Europe, c'est qu'on a des mesures de température, en gros, depuis qu'il existe des thermomètres, c'est-à-dire depuis 1760. Et donc, mes collègues, Ludeque et Weiss, je les connais bien, tous les deux aussi, je les ai rencontrés dans des congrès, ils ont repris les températures des villes d'Europe. Alors, ce n'est pas le monde entier, c'est local, hein. Ça concerne l'Europe. Et on s'aperçoit que on retrouve le cycle de 60 ans, et en plus un cycle de 200 ans. Autrement dit, le climat change tout le temps. Voici non seulement la superficie, mais l'épaisseur de banquise arctique, récemment, puisque là cette image date du 7 mars, j'aurais pu l'actualiser. Mais enfin bon, on va voir, on a des données donc qui sont faites par le bureau météorologique danois, donc qui, sur son site, produit chaque jour l'évolution du volume, pas seulement la superficie, le volume de banquise arctique. Voici les données des dernières années. Voilà, donc évidemment, en hiver, il y a plus de glace, en été, ça fond, puis ça se reforme en hiver. Tous les ans comme ça. Si on regarde, c'est moins joli, mais c'est la même chose. Donc, le maximum, minimum, maximum, minimum, si on fait la moyenne de tout ça, vous voyez que depuis 2007, il n'y a pas d'évolution claire du volume de banquise arctique. Avant, elle avait diminué, c'est vrai. Mais ça correspond bien à ce cycle. Mais là, il semble, comme on est passé au sommet du cycle, elle a l'air de rester constante depuis, donc 2007, ça commence à être un certain nombre d'années. L'Antarctique. Alors là, je reprends une figure qui est dans le rapport du GIEC. Hein. Le volume de banquise antarctique a augmenté. On est même passé par un record en 2014 avec une superficie de banquise antarctique qui n'avait jamais été observée, enfin mesurée auparavant. C'est vrai que c'est des mesures par satellite. Hein. Il n'y a pas de mesure par satellite avant. Donc 20,14 millions de kilomètres carrés. À tel point que, après 2014, donc en 2015, vous voyez là l'image par satellite de la banquise. En orange, c'est la moyenne. Vous voyez que la banquise avait progressé plus que la moyenne d'une distance qui faisait la moitié de la distance jusqu'à la Terre de Feu. Assez remarquable. Bon, en ce moment, c'est plus bas. Hein. Je signale le record de 2014, mais en ce moment, on a une valeur beaucoup plus basse. Ça fluctue. Mais enfin, la température autour de l'Antarctique a plutôt tendance à baisser. Le soleil. Jamais oublier le soleil dans le climat, quand on parle du climat. Alors le soleil, là je présente les résultats d'une chercheuse, Madame Zarkova, qui a été publiée dans Nature en 2015, et qui montre un petit peu ce que on appellerait un battement. Si on fait un travail sur les ondes, un battement entre deux ondes, ça fait une modulation du son. Donc vous voyez que l'énergie solaire donne vraiment l'impression d'un battement. Le dernier minimum qui a eu lieu, c'est, on l'a observé, puisque la lunette astronomique a été inventée, on a pu observer les taches solaires et observer le fait que, à cette époque-là, il y avait très peu de taches solaires. Ça a coïncidé avec une période froide qu'on a appelée le minimum de Maunder et qui s'est terminée sous le règne de Louis XIV. Depuis, un des plus anciens thermomètres que l'on ait, qui s'appelle Central England, montre effectivement un réchauffement climatique depuis 1695. Il y a un réchauffement de à peu près 1 degré, effectivement, mesuré par ce thermomètre. Personnellement, je ne vois pas franchement de corrélation avec les émissions de CO2. Mais il y a bel et bien eu un réchauffement. Alors, si on en croit donc il y a eu, pendant le XXe siècle, une période plus chaude, qu'on voit par l'amplitude de ces flux. Ça, c'est les cycles de 11 ans du Soleil. Hein. Actuellement, on est là,
Et selon Madame Zarkova et ses travaux, on va arriver dans un nouveau minimum vers 2030. En effet, le dernier cycle de taches solaires, c'est celui-là, là, il est mesuré, donc là en ce moment il n'y a pratiquement plus de taches solaires, mais ça va repartir. Et il y a eu un double maximum, ce qui correspond bien à ce qu'elle avait prévu dans son modèle. Bon, à suivre. Hein. Une chose importante, c'est que pendant la descente, donc là je reprends cette partie-là, la descente du cycle de taches solaires, pendant ce temps-là, on a mesuré le taux de rayons cosmiques qui nous viennent de l'espace. Vous voyez que quand les taches solaires diminuent, la Terre reçoit davantage de rayons cosmiques. Or, les rayons cosmiques sont soupçonnés dans la théorie de Svensmark, que j'ai aussi rencontré dans une conférence internationale, de jouer un rôle sur la formation des nuages. On peut dire que les rayons favorisent la nucléation de petites choses qui vont donner des gouttelettes et donc des nuages. C'est ça l'idée de Svensmark. Alors pour l'instant, il a publié ses résultats. On constate qu'effectivement, quand il y a peu de taches solaires, comme ça va être le cas, si effectivement on va vers un minimum de taches solaires, il y aura de plus en plus de rayons cosmiques, et donc il y aura de plus en plus de nuages. Les nuages, entre autres, alors ça dépend un peu de leur altitude, renvoient la lumière du Soleil vers l'espace sans que le Soleil ait le temps d'échauffer la Terre. C'est ce qu'on appelle un effet d'albédo. Les nuages réfléchissent une part du rayonnement solaire. Et c'est assez important, puisque l'albédo de la Terre, c'est 30%. 30% de l'énergie reçue du Soleil est renvoyée vers l'espace sans échauffer la Terre. Alors, il n'y a pas que les nuages qui contribuent à cela, il y a les glaces aussi. Intéressons-nous à ce que dit le GIEC. Donc là, je reprends son tableau dans le résumé à l'intention des décideurs. Mais il dit, voilà. En 2081-2100, la température de la Terre va augmenter entre 0,3 et 4,8 degrés. N'est-ce pas? Alors, selon 4 scénarios d'émission, enfin à chaque fois, parce qu'on prend le RCP 2.5, il dit entre 0,3 et 1,7, parce que c'est un facteur 6 entre les deux. Une incertitude d'un facteur de 1 à 6. Alors c'est moins pour les valeurs plus élevées, mais c'est encore de l'ordre de 1 à 2. Donc, voilà ce que dit le GIEC. Alors bien évidemment, les médias, ils reprennent que les valeurs les plus élevées, forcément. Ça ne les intéresse pas si ce n'est pas catastrophique. Ce qu'on ne voit pas dans le résumé à l'intention des décideurs, mais qui est à l'intérieur du rapport, c'est que le GIEC, c'est encore une figure qui est dans son rapport, dit que les valeurs les plus basses sont les plus probables. Alors, bon. Voici donc encore une figure qui est dans le rapport du GIEC. Tous les spaghettis de toutes les couleurs, c'est les projections des modèles de climat. Alors, première remarque, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Même pour un même scénario d'émission, c'est-à-dire pour des spaghettis d'une même couleur, ils ne sont pas d'accord entre eux. Ça doit être ce qu'on appelle le consensus. Vous savez, on dit qu'il y a un consensus des chercheurs. Je constate, non. Les modèles de climat ne sont pas d'accord entre eux. Et surtout, les mesures donnent ça, là, les mesures s'arrêtent en 2012, mais toutes les projections de modèles de climat sont au-dessus. Toutes. Celui qui donne le moins, c'est un modèle russe. Mais il y a des modèles américains, français, etc. Ils sont tous au-dessus. Si on regarde maintenant les 20 dernières années, alors j'ai repris avec les différentes couleurs, les différents capteurs de température. Alors, 2, c'est des capteurs, à partir des mêmes capteurs. Le Hadley Center britannique, c'est en rouge. Le GIS de la NASA, c'est en vert. Bon, ils sont à peu près d'accord. Et j'ai rajouté 2 types de mesures par satellite. C'est les valeurs en bleu et en violet. Bon, vous voyez, globalement, tout le monde est à peu près d'accord. Il y a des petites différences de 1 dixième, 2 dixièmes de degré, mais globalement,
tout le monde est d'accord. En particulier, quand il y a un pic qu'on appelle El Niño, qui est un phénomène naturel dû au régime des vents dans le Pacifique, tous les capteurs voient bien qu'il y a eu un pic El Niño. Alors, évidemment, cette année-là, on est dit « Ah, on n'a jamais observé une température de la Terre aussi élevée. » C'est vrai. La température de la Terre n'a jamais été aussi élevée. Mais elle est redescendue tout de suite après. C'est un pic qui correspond à un phénomène régime des vents, El Niño. C'est bien connu, tous les climatologues sont d'accord avec ça d'ailleurs. Donc si on fait abstraction de ce pic El Niño, vous voyez que la tendance, c'est pas vraiment la tendance que nous indique le GIEC. Là j'ai pointé la flèche vers la température qu'ils indiquent en 2100. Alors la France, en particulier, bien qu'elle soit le bon élève, on l'a vu, veut faire encore plus. Et actuellement, on est dans le cadre du paquet climat européen qui est en vigueur depuis 2009, et qui veut d'ici 2009 augmenter de 20% l'efficacité énergétique. C'est une très bonne idée. Implanter 20% d'énergie renouvelable. Alors on a vu, là on peut hocher la tête, surtout si elles sont intermittentes, et réduire de 20% les émissions de CO2. Alors, reprenons la sensibilité climatique donnée par le GIEC. Je ne prends pas mes propres résultats, je prends les résultats du GIEC. Le GIEC nous dit, au moment où le taux de CO2 dans l'air va doubler, la température va augmenter entre 1 et 2,5 degrés. Bon, là encore, belle incertitude, mais c'est ce qu'ils disent. Ils ont une haute confiance, high confidence, une haute confiance dans cette incertitude. Bon, entre 1 et 2,5 degrés, on va utiliser ce chiffre donné par le GIEC pour dire, voilà, si, alors là c'est au cas où on doublerait la concentration de CO2 dans l'air. Si on diminue de 20%, on l'applique, mais dans l'autre sens, évidemment. Donc j'applique 20% sur la fraction qui a augmenté, et que, bon, pour faire simple, pour l'instant, on va dire qu'est la fraction anthropique. Vous allez voir tout à l'heure, c'est 18A, mais pour l'instant, disons que c'est la fraction anthropique, donc c'est un quart. Okay. Je multiplie par la contribution de la France aux émissions, c'est 0,9%, et je multiplie par la valeur basse donnée par le GIEC, 1 degré. Je trouve 0,4 millième de réchauffement évité. Si je prends la valeur haute du GIEC, 2,5 degrés, même calcul, on évite, la France, en diminuant de 20% ses émissions, évite un réchauffement de 1 millième de degré. Alors bien évidemment, c'est pas assez comme effort. Donc si on évite 40%, on va éviter 2 millièmes de degré. Allez, 80%, bon, on va éviter 4 millièmes de degré. J'ai repris la valeur du GIEC. Autrement dit, la politique française de réduction des émissions, on ne peut pas en mesurer l'impact, parce qu'un millième de degré, c'est trop petit pour être mesurable. Alors j'ai utilisé une poule aux œufs d'or, parce que vous allez voir. Alors là, dans un niveau mondial, on ne parle plus de la France, on parle du niveau mondial. Alors attention, c'est la Banque mondiale. La Banque mondiale. Coût de la lutte contre le changement climatique évalué par la Banque mondiale, 89 000 milliards de dollars d'ici 2030. Si vous faites une petite règle de 3, c'est 16 milliards d'euros par jour. 16 milliards d'euros par jour, au niveau mondial. La dette souveraine mondiale, la dette de tous les États, elle est de 60 000 milliards de dollars. Donc on n'a pas l'argent. Donc il faudrait dépenser 89 000 milliards de dollars alors qu'on a 60 000 milliards de dettes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va creuser la dette. Enfin, si on le fait. Alors au moment du protocole de Kyoto en 2005, l'Agence internationale de l'énergie avait chiffré la même chose, sauf qu'à l'époque, c'était 45 000 milliards de dollars. Là, on a doublé, ça doit être l'inflation, en l'espace de 2005 à 2000, ça c'était en 2015, au moment du COP21. De combien augmente le taux de CO2 dans l'air? 2 millionièmes par an. On reprend l'air. L'augmentation du CO2, c'est 2 millionièmes par an. On dit aussi 2 ppm, 2 parties par million.
Et depuis une vingtaine d'années, c'est à peu près constant. Alors on va voir, il y a des grosses fluctuations. Ça avait augmenté pour atteindre 2 ppm par an, et maintenant c'est stabilisé à peu près à 2 ppm par an. Et ça va nous être utile pour faire un petit calcul. Selon BP, en 2068, on épuiserait les réserves connues, évidemment on peut en découvrir d'autres, hein. On épuiserait les réserves connues de pétrole et de gaz naturel. 2068. Donc ça fait plus à 2 ppm par an, ça ferait plus 98 ppm de CO2 de plus dans l'air d'ici 2068. Ça va nous servir de base de calcul. Alors, quand je dis les fluctuations, ça a fluctué beaucoup. L'augmentation, c'est en vert. L'augmentation du CO2 dans l'air, alors ça tourne autour de 2 ppm par an. Vous voyez que certaines années, ça monte beaucoup plus. Et ça monte beaucoup plus à chaque fois qu'on a un pic El Niño, en 1998 et en 2015. Tiens, l'augmentation du CO2 dans l'air est beaucoup plus forte quand on a un pic El Niño. Regardez les températures. En bleu, c'est les températures. Effectivement, il y a eu des pics de température. Moi, ça m'a surpris. J'ai vu ça. C'est d'autant plus surprenant que si vous regardez bien, les pics de température sont suivis par un pic de CO2, avec un décalage d'une dizaine de mois. Alors, ça commence à se poser des questions, parce que normalement, dans la théorie de l'effet de serre, c'est s'il y a plus de CO2, ça va provoquer un pic de température. Donc on devrait avoir soit simultanéité, soit un petit décalage derrière. Ce qu'on observe, c'est exactement l'inverse. Alors, une des explications possibles, c'est part du principe que mesuré, il y a 60 fois plus de CO2 dans les océans que dans l'air, et que quand il y a un pic de température, eh bien, le CO2 est soluble dans l'eau froide. Si l'eau est plus chaude, le CO2 s'en va. C'est pour ça qu'il faut laisser la bouteille de champagne, il ne faut pas la mettre au soleil, c'est pas bien, le CO2 va s'en aller. Et les petites bulles qui sont si agréables à boire, non, il ne faut pas la mettre au soleil. Donc, là, ça peut être cet effet-là, c'est controversé, ça peut être cet effet-là, lorsque il y a un pic de température, El Niño par exemple, 6 mois plus tard, il va y avoir un pic de CO2 qui correspond à ce que les océans ont momentanément perdu. Car le CO2, on le trouve principalement dans les eaux froides et moins dans les eaux chaudes. Mais c'est controversé. Simplement, je le signale quand même, ça m'a toujours interpellé. Alors, arrivons-en. Je vous présente la molécule de CO2. Donc le carbone, c'est la jeune fille qui est au milieu, et l'oxygène, c'est les jeunes garçons qui veulent lui faire un bisou. Alors il y a 2 types de bisous. Ou bien la jeune fille va faire alternativement un bisou au jeune homme de droite et de gauche pour qu'il n'y ait pas de jaloux, sympa. Ou alors elle n'a pas envie de faire des bisous, elle va se contenter de hocher la tête. Et ça, ce sont les 2 vibrations possibles, par symétrie il n'y en a pas d'autres, de la molécule de CO2. Et ce sont ces vibrations qui vont absorber le rayonnement thermique de la Terre. Alors, quand on fait ce qu'on appelle le spectre infrarouge, alors le spectre infrarouge, j'en ai fait toute ma vie, scientifique. Vous voyez, ça c'est l'arc-en-ciel, donc c'est la partie visible du spectre, donc depuis le violet jusqu'au rouge, et au-delà, c'est l'infrarouge. Alors ça va loin, hein, l'infrarouge, c'est beaucoup plus large que l'arc-en-ciel. Et on va trouver donc ces 2 vibrations qui se voient très bien dans le spectre. Et là, c'est la transmission de l'air sur une épaisseur de 300 mètres, enfin sur une altitude de 300 mètres. Vous remarquez que aux fréquences de vibration qui sont à 20 THz et à 70 THz, oui, 1 THz, je précise, c'est 1000 milliards de bisous par seconde. Il faut être jeune et avoir la santé. Hein. Donc, à ces 2 fréquences-là d'absorption, vous voyez que l'atmosphère ne laisse rien passer. Ce qui me fait écrire, l'effet de serre du CO2 est tellement efficace qu'il atteint sa limite, il ne laisse plus rien passer. Si on met plus de CO2 dans l'air, comme il ne passe rien plus quelque chose, ça fera toujours rien. Il ne passera rien. Alors ça, c'est la première remarque. Alors c'est pas tout à fait vrai ce que je dis là, et je le corrige aussitôt. Là, cette fois-ci, on va se placer à 20 km d'altitude. On va mesurer avec un spectromètre embarqué dans un satellite
le pic de CO2, celui-ci. Alors c'est le plus intéressant parce qu'il est proche du maximum d'émissions thermiques de la Terre. C'est à peu près à cette fréquence-là que la Terre émet un maximum de rayonnement. Donc la Terre reçoit du rayonnement du Soleil, elle en réémet autant. Sinon, évidemment, il y aurait des températures différences de température autrement plus considérables que celles qu'on observe. Donc elle réémet à peu près autant que ce qu'elle reçoit. Et le CO2 contribue à cela. Donc là, c'est calculé parce que la différence est trop faible pour pouvoir la mesurer. Si, à l'heure actuelle, il y a 300 parties par million de CO2 dans l'air, enfin, il y avait, plus exactement, au début du siècle, du XXe siècle, 300 ppm de CO2 dans l'air, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, 0,03%. Le spectre est en vert. Quand on aura envoyé, si on l'envoie un jour, actuellement on en est à 400, 410 précisément. Pour atteindre 600, il faut encore en envoyer pendant longtemps, parce qu'à 2 ppm par an, ça va faire pas mal d'années pour passer de 300 à 600. 2 ppm par an. Eh bien, si on arrivait, hypothèse, à 600, le spectre serait la partie bleue. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de différence ici. En ce sens, on peut dire que c'est saturé. Il n'y a pas de différence entre la courbe bleue et la courbe verte. Le CO2 fait tout ce qu'il peut. Il ne peut pas faire plus. Mais en revanche, sur les côtés, ça se voyait moins bien là sur cette courbe-là, mais ça se voit bien sur celle-ci, il y a une petite différence. Cette petite différence, effectivement, s'il y a 600 ppm de CO2 dans l'air, le CO2 va un peu moins émettre du rayonnement vers l'espace. Bon, c'est la vapeur d'eau qui fait l'essentiel du travail. Il y a des fenêtres atmosphériques dans lesquelles la Terre rayonne directement vers l'espace. Et puis, il y a aussi le CO2 qui intervient là, mais effectivement, il y aura une petite différence. Donc on va évaluer cette différence. Alors, auparavant, je montre l'évolution de la température, alors non pas à l'altitude de notre nez, mais à 10 km d'altitude, là où justement le CO2 et la vapeur d'eau, enfin autour de l'altitude à laquelle le CO2 et la vapeur d'eau émettent du rayonnement vers l'espace. Vous voyez qu'on a des mesures depuis que les satellites existent, depuis 1979. Ici, à 10 km d'altitude, vous voyez que la température n'a pas changé. Enfin, pas de façon significative. La température n'a pas changé. Ce qui veut dire que c'est bien un effet petit. Mieux que ça, si on regarde, alors là, ce que prédisent les modèles de climat, ils disent que c'est surtout dans la zone tropicale que ça va évoluer le plus. Donc voilà la température mesurée toujours à 10 km d'altitude dans la zone tropicale. Il n'y a pas d'évolution significative. Donc les modèles exagèrent. Les mesures montrent que les modèles exagèrent. Allez, on se permet un petit calcul, petite gymnastique intellectuelle. On va utiliser tout ce qu'on vient de trouver. Le calcul n'est pas très compliqué pour quelqu'un qui a un petit peu l'habitude de la physique, mais on ne va pas le faire ensemble, ce n'est pas nécessaire. On parle de ce qu'on appelle l'équation de Stefan-Boltzmann qui dit combien on va émettre en fonction de la température d'un objet, l'objet étant ici la Terre. On va différencier, bon, c'est quand même un petit peu de maths, et on va aboutir à une formule magique. L'évolution de température, c'est 0,9, je reprends les constantes de la Terre, 0,9, logarithme de la concentration de CO2 à un certain moment rapporté à la concentration initiale. Alors on va commencer par l'appliquer depuis 1945, puisque là on sait de combien la température de la Terre a augmenté. Donc depuis 1945, on est passé de 300 ppm de CO2 à 410 aujourd'hui. Je fais mon petit calcul, logarithme, et je trouve une augmentation de température, donc qui serait anthropique, liée au CO2, de 0,3 degrés depuis 1945. Rappelez-vous, on a observé 0,4 degrés depuis 1945. On est bien dans les clous. Ou alors, on peut se dire, si on est très confiant dans le calcul, bon, il y a 0,1 degré naturel et 0,3 degré anthropique depuis 1945. On est dans les clous. Alors, si on extrapole à plus de ppm par an d'ici 1968, on va trouver plus 0,2 degrés d'ici 50 ans. 2068.
2068, qu'est-ce que j'ai dit? 1968. Oui, oui. Peut-être pas. Là, on va dans l'avenir, pas dans le passé. D'accord. Voilà, donc d'ici 50 ans de plus, donc 2068, voilà, plus 0,2 degrés, avec cette petite formule magique. Alors là, pour ça, j'ai utilisé d'un milliardième. Vous savez, on dit des fois, c'est le battement d'une aile de papillon qui va suffire à changer le climat à l'autre bout de la planète. Et bien c'est exactement cet effet-là. C'est la théorie d'Edward Lorenz, et qui est bien vérifiée par un même modèle de climat avec la même règle, et qui montre qu'on va obtenir 30 climats différents. Donc, quand on parle de dérèglement climatique, c'est absurde. C'est un phénomène chaotique, le climat, qui obéit à des lois chaotiques, et donc, le résultat, c'est Lorenz qui disait, c'est imprévisible. On va finir par une note sympa, les bienfaits du CO2. Ben oui, parce qu'on l'a tous appris à l'école. C'est la nourriture non seulement indispensable, mais irremplaçable de la végétation. À partir de CO2, d'eau du sol et de soleil, on va faire pousser les plantes et renvoyer de l'oxygène dans l'air d'ailleurs. Les plantes ont besoin du glucose, c'est leur nourriture. C'est 6H12 aussi, c'est le glucose. Ce bénéfice a été observé par satellite, décidément ça sert bien, hein, les satellites. Dans une publication qui est parue en 2016 dans Nature, et qui montre qu'il y a eu un verdissement de la planète qui correspond à l'équivalent d'un 6e continent vert de 18 millions de kilomètres carrés. 33 fois la superficie de la France métropolitaine. Alors on ne le voit pas seulement comme ça, puisqu'on mesure également une augmentation de biomasse de 20%. Et l'effet est surtout important dans les régions les plus arides. Plus il y a de CO2 dans l'air, plus les plantes arrivent à compenser le manque d'humidité. Alors on le sait depuis très longtemps, mais si on injecte un peu de CO2 dans une serre, ça active la croissance des plantes. Il n'y a pas de toxicité, puisque, vous voyez, là, on passe de 300, 400, 500 ppm dans un sous-marin, en plongée pendant un certain nombre de jours. Le taux de CO2 dans le sous-marin monte jusqu'à 10 000 ppm. C'est pas toxique. Bon, il faut s'arrêter là quand même. 10 000 ppm, il faut s'arrêter là. On observe une augmentation de la croissance des plantes. En fait, le CO2 est un fertilisant gratuit, puisqu'on l'envoie, c'est un sous-produit de nos émissions, oui, mais il améliore la croissance des plantes. Le bénéfice a été chiffré dans une étude américaine à 3 000 milliards d'euros. Une chose qui m'avait intéressé, que j'ai publiée, c'est ce qu'on appelle l'oscillation saisonnière. Chaque printemps et été, dans l'hémisphère nord bien sûr, mais comme la superficie de végétation dans l'hémisphère nord est supérieure à l'hémisphère sud, bah, ça marche avec l'hémisphère nord. Chaque printemps et été, le taux de CO2 diminue dans l'air. En ce moment, on est en train d'avoir le taux de CO2 qui diminue. Et puis, en automne et en hiver, avec la chute des feuilles, le taux de CO2 remonte. Et ça, toutes les saisons, comme ça. Et vous voyez ici reporter cette observation. Alors, ici en Antarctique. Ben oui, en Antarctique, il n'y a pas beaucoup de végétation autour. Donc l'amplitude du phénomène est extrêmement faible. Ici, c'est à Mauna Loa, c'est au milieu du Pacifique. Bon, ben, il y a une augmentation. C'est plus frappant encore à La Jolla, en Californie, où l'amplitude de l'augmentation, je la reporte ici. Vous voyez, en 1969, on avait cette chute saisonnière au printemps et en été. En 2013, ils ont eu une chute saisonnière supérieure de 36%. Mais comme entre-temps le taux de CO2 dans l'air n'a augmenté que de 21%, ça veut dire que l'amplitude de cette oscillation saisonnière augmente plus vite que le taux de CO2. Donc la végétation était en état de malnutrition. Il y a plus de CO2, elle se jette dessus. Alors en général, il y a aussi un amalgame qui est récurrent, c'est la confusion entre CO2 et pollution. Alors pour illustrer en général la pollution au CO2, on montre ça. C'est de la vapeur d'eau. Puisque c'est des condenseurs de centrales, donc c'est exclusivement de la vapeur d'eau. Il n'y a aucune fumée là-dedans, il n'y a aucune pollution, c'est de la vapeur d'eau. On écrit même CO2 avec des nuages, vous savez, dans certaines images. Tous les bouquins
sur la pollution sont illustrés par une image comme ça. Enfin, la couverture de tous les bouquins sur la pollution sont illustrés par des images comme ça, alors que c'est simplement de la vapeur d'eau. Hein. Alors, l'idéal, c'est de photographier la vapeur d'eau en contre-jour. Alors là, on a vraiment l'impression que c'est une fumée noire en sortant d'une usine malpropre au possible. Non, c'est toujours de la vapeur d'eau, là. Alors, j'ai vu ça aussi pour illustrer la pollution de points, les émissions mondiales de CO2 vers un nouveau record. Et il y a une photo de Chinois qui porte un masque. Ah, j'adore ça. Parce que, n'oublions pas que quand nous respirons, nous expirons du CO2. Dans notre haleine, on inspire donc essentiellement de l'azote et de l'oxygène, mais on expire du CO2 dans une proportion qui est 30 fois supérieure à celle de l'air dans notre haleine. Alors si on met un masque, ben évidemment, le CO2 qu'on expire va être en partie gardé par le masque, on va inspirer encore davantage de CO2. Mais si c'est un polluant, c'est gravissime. Mais je vous rassure, le CO2 n'est pas un polluant. Ça n'a aucune importance. Voilà, on arrive presque à la fin. Donc, cet amalgame, c'est pas avec le CO2 qu'il faut le faire. C'est avec ce qu'on appelle une biomasse sale. L'OMS utilise le terme de dirty cooking, cuisson sale, simplement parce que dans des habitations pauvres et mal ventilées, le fait de brûler du bois, voire de la bouse de vache, enfin de la bouse d'animaux, provoque cette fumée. L'OMS chiffre les dégâts de cette vraie pollution par cette fumée. 4 300 000 décès prématurés par an, surtout des femmes et des enfants qui restent à la maison. Ça, c'est une vraie pollution. À tel point qu'ils ont commencé, enfin il y a des programmes pour distribuer des cuisinières à propane, qui vont bien évidemment émettre du CO2, pour éviter ces morts prématurées. Donc le CO2 apparaît bien comme un gaz propre. Contrairement à ce qu'on entend souvent. Donc, conclusion, la terre reverdit, le rendement des récoltes est amélioré grâce au supplément de CO2, le climat change, alternance de réchauffement, de refroidissement. J'insiste sur ce point, j'ai déjà insisté, mais c'est quand même, me semble-t-il, une conclusion importante. Moins de révolution, 0,4 degrés, du climat réel depuis 74 ans, que de 1910 à 1945, alors c'était 0,6 degrés, avant l'accélération des émissions de CO2. L'alarmisme des modèles de climat virtuels du GIEC est infondé, ils exagèrent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas économiser les ressources fossiles. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut en laisser à nos petits-enfants. Il n'y a pas de raison qu'on utilise tout, nous. Hein. Pensez à nos descendants, donc économiser les ressources fossiles, mais de là à prétexter une relation énergie-climat catastrophiste pour le faire peur et taxer, parce qu'il y a ça aussi, cela dit, bien évidemment, c'est bien de continuer à développer la recherche sur l'efficacité énergétique. Je vous remercie de votre attention.